D'accord. D'accord. Alors, je commence avec mon petit masterclass, la masterclass 1 que j'ai appelé j'ai donné le titre qui pourrait sembler peut-être un peu étrange. Laissons les génies dans leur tour, le culte de la solitude et des idées pour la communauté. Euh, bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous d'être venus à m'écouter. Je sais que pas du tout la même chose que se s'asseoir ensemble dans notre salle et de parler de vos textes, mais bon, on fait ça comme ça pour le moment et on va revenir à parler sur place la semaine prochaine. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se connectent aujourd'hui sans participer à l'atelier. Bonsoir à tous et je vous remercie d'avoir pris le temps à participer à cette classe, même si c'est seulement par écouter. Alors, ce nom masterclass, c'est un nom qui me semble encore assez étrange, si je dis la vérité, surtout quand je considère le sujet de ma petite présentation d'aujourd'hui. Mais alors, pour faire abstraction de tout cela et peut-être aussi pour donner un sens au titre bizarre que j'ai choisi, euh, commençons. Et cette fois-ci, commençons avec deux génies de l'histoire de la littérature allemande, ou soi-disant génies, Friedrich Hölderlin et Georg Büchner. Euh, ou peut-être pas. Peut-être commençons mieux par le terme génie. Assurons-nous rapidement que nous sommes tous sur la même page de ce dont nous parlons. Euh, alors, on va demander le Larousse qui nous offre l'explication suivante. Génie, non, masculin, évidemment. Pas de surprise là, on va revenir là-dessus après. Mais bon. Aptitude naturelle de l'esprit de quelqu'un qui le rend capable de concevoir, de créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. Exemple, le génie d'Einstein. Et un génie, c'est une personne douée de cette aptitude ou talent. Et si nous demandons le lieu des infos pour les gens communs, comme nous peut-être, à Wikipédia, nous pouvons trouver celui-ci. Un génie est une personne qui se démarque de façon exceptionnelle de ses contemporains par un talent hors du commun et ou une habilité intellectuelle remarquable, voire une aptitude créatrice extraordinaire, notamment dans le domaine artistique. D'accord. Ça, pour le moment, pour que soyons un peu sur la même page avec l'idée du génie. Maintenant que nous avons précisé le terme génie un peu, revenons à Hölderlin et Büchner. Je n'ai bien sûr pas choisi ces deux-là au hasard. L'un d'eux, Hölderlin, né en 1770 et mort en 1843, est un poète célèbre, mais aussi l'auteur d'un roman et des fragments de théâtre. C'est quelqu'un qui est un peu difficile à cerner quand il s'agit de sa place dans l'histoire de la littérature allemande. Il n'est pas encore un représentant du Weimarer classique, comme c'est le imposant, le tout dominant Goethe, et il n'est pas non plus considéré comme un représentant du romantisme. Mais ce sont surtout les écrivains du romantisme qui sont profondément influencés par lui, qui le considèrent comme une sorte de prédécesseur pour leur écriture et leur approche philosophique du monde. Je vais juste voir si je peux pour l'instant. On va voir si je peux partager. D'accord. Je voulais juste partager un moment mon écran. Et là, je vais aller sur ma petite image de Hölderlin. J'espère que vous pouvez voir Hölderlin pour l'instant. Si ce n'est pas le cas, dites-moi.
je ne sais pas si ça a marché. Le voilà, Hölderlin, il est là. Assez jeune dans ce cas-là. Euh, d'accord, c'est celui. Et là, je vais revenir là-dessus. Ça, c'est la tour de Hölderlin. On va revenir sur cette tour de Hölderlin après. D'accord, c'est juste pour vous donner une impression de Hölderlin. D'accord. Je reviens alors, maintenant que vous l'avez vu, mais alors, il a été très influencé. Il a beaucoup influencé alors les écrivains romantiques, mais sur soi qui s'accordent de très nombreux écrivains, soit romantiques ou non, et plus tard des historiens de la littérature et les germanistes, c'est qu'il est un des plus importants écrivains allemands. Le terme de génie est souvent utilisé, et ce qui correspond particulièrement à cette image du génie, c'est que le fait que le pauvre Hölderlin a passé la seconde moitié de sa vie enfermé dans un tour où il a été soigné par différentes personnes au fil des ans. Il était là, pas l'été, parce il avait une maladie mentale, mais on ne savait pas exactement quoi. Mais il était enfermé presque tout le temps. Il y avait des gens qui s'occupaient de lui. Et là, il était assis, il dormait, il mangeait, et aussi il écrivait. Et il joua célèbrement au fou lorsqu'il voulut se débarrasser d'un de ces nombreux visiteurs indésirables qui se rendaient à Tübingen pour voir le génie dans sa tour. C'est vraiment vrai, il jouait le fou, et après il retournait dans sa chambre et restait tranquillement. Mais bon, de cette manière, il se débarrassa des gens. Et il est prouvé, par contre, par la documentation sur ces traitements antérieurs que Hölderlin, en effet, souffrait d'une maladie mentale, mais l'entendu de son véritable combat est toujours sujette à débat jusqu'aujourd'hui pour des germanistes et des historiens. Et bien qu'il y ait eu des périodes pendant lesquelles il n'a pas touché en plume, pendant de nombreuses années, il a continué à écrire dans sa tour, surtout des poèmes et des lettres. Mais il est juste de dire que pendant cette période, son mythe a grandi plus que son œuvre. Lorsqu'on parle de ses écrits en général, on peut dire il se concentre sur la Grèce, l'Antiquité classique, et bien que son roman Hypérion se déroule au XVIIIe siècle, dans la Grèce, le regard sur l'Antiquité est fort et même dominant. Et c'est encore plus évident dans sa pièce fragmentée La mort d'Empédocle, qui s'est vraiment concentré sur l'Antiquité, sur Empédocle. Euh, pour moi, Hölderlin est un de ces archétypes de ce que les gens voient chez un génie. Un écrivain qui est seul, qui est séparé de ses contemporains, qui reste dans une tour et qui écrit, qui est entouré d'un mystère, qui s'inspire la spéculation romantique et aussi, sans surprise, les écrivains romantiques. Car même si le premier usage du terme, le culte du génie, a commencé avec les débuts de Goethe et de l'époque littéraire appelée plus tard Sturm und Drang, Goethe a été profondément influencé par les écrits de Diderot, soit dit en passant, pour avoir une connexion avec la France un peu ici, et pas seulement rester sur l'Allemagne. Le célèbre écrivain allemand, Goethe, a ensuite pris ses distances avec le terme génie et l'a considéré comme assez critique. Le problème était le suivant. Le culte du génie le voyait au-dessus des lois de l'esthétique. Mais, selon certains, le génie ne devrait-il pas être également au-dessus des lois morales? C'est ce que Goethe appelait l'immoralité du génie. Dans la tradition littéraire et philosophique de la romantique, cependant, le terme a continué à avoir une énorme influence pour être ensuite repris de manière célèbre par le philosophe Nietzsche, mais nous y reviendrons plus tard sur Nietzsche et ses idées du génie. C'est pourquoi Goethe voyait la romantique d'un œil si critique
il voyait dans leur mouvement, c'est ce qu'il appelait la pathologie du génie du poète. Et là déjà, la pathologie du génie du poète, on pourrait même faire une connexion avec Hölderlin. Et pour retourner vers Hölderlin, le précédent du romantisme, si nous voulons l'appeler de cette manière, était-il vraiment cela, un génie? Même si nous acceptons le terme et son usage dans le contexte de son époque pour le moment, est-il si exceptionnel? C'est cela. Euh, Moi, je ne vais pas faire des commentaires sur ces poèmes. Je ne les aime pas particulièrement, mais la poésie n'est pas ma spécialité, alors je vais donc m'en tenir à cela. Je ne les aime pas trop, mais quelques parmi les poèmes me plaisent. D'accord. Mais par contre, je me sens assez autorisé à avoir une opinion sur sa prose, que ce soit dans Hyperion ou Empédocle. C'est mauvais, ou du moins très surestimé à mon avis. J'ai lu Hyperion plusieurs fois à l'université et j'ai commencé à le lire maintenant et ce n'est toujours pas bon. Non, ça n'a pas changé pour moi. Son protagoniste et tous les personnages du roman sont plus des types, des archétypes que des personnages réels. Le dialogue est excessivement théâtral et grandiloque. Tout se bouge un peu comme il était fait du bois. C'est pas très vivant, c'est pas très bien. Mais peut-être c'est ça la façon dont les gens écrivaient à l'époque, pourrait-on dire. Mais alors, ce n'est pas vraiment le cas. On peut trouver des autres exemples. Pour exemple, Werther de Goethe, un roman épistolaire, lui aussi, comme le Hyperion, a été écrit bien avant Hyperion. Il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus moderne, si vous voulez dire. Et si on se commence à chercher, on peut trouver vraiment un grand nombre d'exemples de meilleures proses de l'époque, si on veut dire. D'accord. Nous avons donc un soi-disant génie qui écrit des poèmes qui sont encore loués aujourd'hui, mais qui, du moins, du moins à mon avis, était vraiment nul pour écrire des romans et du théâtre. La prose, semble-t-il, n'est pas son métier. Son Empédocle, son œuvre de théâtre, n'a jamais été terminée car Hölderlin n'a cessé de se battre avec la forme théâtrale. Il s'est battu, si on regarde un peu ses lettres et ses essais, il s'est battu avec les bases de la théorie théâtrale et de la construction des textes. Et les dialogues de l'Empédocle ne sont pas très bien non plus. Si nous faisons une comparaison avec des œuvres dramatiques de son temps comme le Wallenstein de Schiller, par exemple. On peut voir les différents fragments de son travail. Il y a plusieurs fragments de ce texte de Hölderlin qui existent encore. Et on peut voir les plans qu'il faisait, mais qui sont tous échoués. Mais peut-être c'est un peu surprenant, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose euh, que, qui n'est pas arrivé à finir cette œuvre au théâtre. En fait, j'ai le plus de sympathie pour Hölderlin dans cette tentative ratée d'écrire une pièce de théâtre. Pourquoi? Vous vous demandez. Parce que cela montre qu'il n'était pas un génie, au moins dans mon avis. Ou du moins, pas dans le sens où ce terme est le plus souvent utilisé comme une sorte d'être surhumain qui n'écrit que des textes étonnants, qui se bouge au-dessus des lois artistiques des gens normaux. L'échec de son pièce montre que, s'il était capable d'écrire des grands poèmes, il n'a pas réussi à faire de même avec la prose et le théâtre. Pourquoi ceci est-il bon, on pourrait demander. Parce que l'idée même du génie crée des attentes irréalistes en matière d'écriture, de de ce que cela signifie d'écrire, de ce qui fait une bonne écriture, se battre, écrire plusieurs versions de quelque chose, recommencer, et encore, et encore, et encore une fois, et puis, parfois, de le jeter. Surtout d'apprendre, d'améliorer sa écriture peu à peu. Ian McEwan en donne un merveilleux exemple dans son roman Amsterdam, qui, pour moi,
renvoie presque directement à cette idée du génie isolé dans sa tour à Hölderlin, si on voulait faire cette connexion. Vers la fin du roman, l'un de ses protagonistes, un compositeur, se coupe du monde presque complètement. Il ne va pas dans une tour, comme Hölderlin, mais dans une maison au milieu de nulle part. Là, il écrit son opus magnum, du moins le croit-il, avant de s'en aller et de mourir à la fin du livre. Et je ne vais pas entrer dans les détails du pourquoi et du comment de sa mort, parce que c'est très ironique, tragique, mais aussi très drôle. Vous devriez le lire et découvrir pour vous-même. Alors, vraiment, ça, c'est une recommandation de lecture. C'est Amsterdam de Ian McEwan. C'est un livre très noir, d'humour très noir et très drôle, mais aussi très, très humain. Et c'est un très bon livre. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après la mort de ces compositeurs? Bon, lorsque sa composition est retrouvée et jouée pour la première fois, les gens se rendent compte qu'elle ressemble beaucoup, beaucoup, mais beaucoup à la 9e symphonie de Beethoven. Tout le monde en vient à croire qu'il s'agissait d'une tentative affrontée de plagiat et il l'enterre donc discrètement, il laisse à côté afin de ne pas compromettre l'héritage du compositeur. Je sais que avec McEwan, peut-être je me suis un peu écarté du sujet ici, mais ce que je veux dire, c'est ceci. McEwan, un grand écrivain lui-même, joue avec cette image du génie isolé. Il nous montre très clairement ce qu'il en pense. L'isolement n'aide pas. Même un grand compositeur livré à lui-même, sans personne qui le corrige, sans personne pour lui donner un retour sur son travail, peut faire une grave erreur de jugement, créer quelque chose qu'il croit être génial, mais qui ne l'est pas du tout. Et Hölderlin, à mon avis, il n'est pas un mauvais écrivain, ça c'est certain, mais il a été élevé à des auteurs qui ne méritent pas par des gens pour qu'il symbolisait exactement ce qu'il cherchait, recherchait chez un génie. C'est ça. Il représentait quelque chose, il cherchait, alors il devait être un génie parce qu'il est seul dans sa tour. C'est ça l'image que les écrivains romantiques cherchaient. Mais alors, continuons avec le génie numéro 2, Georg Büchner. Il est né en 1813, il est mort avec seulement 23 ans en 1837, alors même avant de Hölderlin. Et pourtant, même s'il est mort si jeune, il est toujours considéré comme l'un des plus importants représentants de ce qu'on appelle le Vormärz, le avant-mars, si l'on traduit littéralement. C'est la période comprise entre le Congrès de Vienne après le défaite de notre prétendu génie, Napoléon, dont je ne discuterai pas plus longtemps ici l'idée ingénieuse d'envahir la Russie, et la révolution allemande de 1848 qui a eu lieu, vous l'avez peut-être deviné, en mars. Bon, d'accord. Je vais peut-être vous montrer, je vais vous montrer Büchner ici. Ah, je voulais aussi vous montrer Amsterdam. Alors, je vais faire ça. Poum. Et là, très basiquement, c'est ça, Amsterdam. Euh, voilà. Euh, c'est ça, Amsterdam. Et voilà, ça, c'est Büchner. Il n'y a pas beaucoup des images de Büchner parce qu'il est mort si jeune. Ça fait quelques temps, il y avait une découverte d'une image de lui dans une maison, euh, dans une collection des cartes. Mais il y a des germanistes qui disent que c'est pas lui, c'est son frère. Alors, on va rester avec cette image-là, qui est officiellement Büchner. Si vous cherchez à lui, il est c'est très souvent cette image qui sort. D'accord. Alors, ça y est pour l'instant de Büchner.
Bon, alors si Büchner était si jeune et qu'il est toujours aussi important, il devait être un génie, n'est-ce pas? C'est évident, quelqu'un si jeune. Et bon, pour moi, là, à ce stade, ça devient vraiment compliqué parce que là, vous vous êtes rendu compte que je n'aime pas trop le mot génie, mais ce satané type était un très, très, très bon écrivain, même à son âge. Et son influence jusqu'à aujourd'hui est encore remarquable. L'un des prix littéraires allemands les plus importants, le Büchner Preis, porte son nom. Mais ce qui m'y aide dans ce cas, c'est lui-même aurait probablement détesté qu'on le qualifie de génie. Il était très politique, il était un révolutionnaire, tant dans sa pensée que dans sa écriture. Et le plus important, son idée de l'art était explicitement anti-idéaliste. Son écriture et ses formes sont très ouvertes. Ses pièces sont remplies des personnages et comportent tant de lieux qu'elles ont longtemps été considérées injouables pour les théâtres. Sa pièce La mort de Danton dépeint l'apogée de la terreur jacobine, l'excès de la vertu et la chute d'un grand homme, Danton, par les biais de l'intrigue, mais aussi de sa propre cupidité et de l'idée fausse qu'il se fait de sa grandeur. C'est presque un génie qui tombe, mais ça serait peut-être un peu trop de dire ça. Autre chose il faisait, il fait changer de narrateur de la première à la troisième personne, par exemple, dans sa prose, et ça, il fait tout le temps, il fait des changements assez rapides, et c'était jamais ça, on avait fait auparavant dans la littérature allemande, au, au moins, du moins pas dans cette manière, si rapide, si continuant. Et, il faudrait quand même dire qu'au même temps que Büchner était un enfant de son temps, il n'était pas complètement déconnecté. Il y avait même des gens qui disaient mais il y avait beaucoup d'influence du romantisme dans Büchner. Et c'est vrai que la romantique, le romantisme allemand, ces idées comme les Märchen, les contes populaires, ils ont eu une influence sur Büchner, c'est évident. Mais ce qui rend Büchner différente, c'est sa capacité à en faire quelque chose de complètement nouveau. Il est enraciné dans ses idées, mais il devient ensuite un écrivain très, très moderne et rénovateur de tout. Bon, presque tout. Mais ce que j'aime le plus chez Büchner, je même me permet de le faire une connexion avec ma présentation, sont ces textes inachevés, comme la nouvelle Lens, qui vraiment est une nouvelle psychologique, quelque chose aussi très nouveau pour l'époque, et surtout son drame Wojciech, qui n'a été publié qu'après sa mort. Pourquoi est-ce que cette pièce me plaît beaucoup? À part du fait que c'est l'histoire d'un homme, un pauvre homme, pas de la classe haut ni de la classe moyenne, de quelqu'un très pauvre qui a des problèmes mentaux, qui souffre et qui tue à sa copine à la fin. Euh, et c'est quelque chose de très nouveau dans la littérature allemande. Mais pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce cas, euh, pour cette présentation, c'est que, comme pour Hölderlin et son Empédocle, nous avons ici plusieurs versions du texte. Il n'a jamais eu la possibilité de finir ce texte. Et, et bien qu'il ne soit probablement resté qu'un fragment parce que Büchner est mort si jeune du typhus, le fait que la pièce n'ait jamais été achevée et qu'elle ait été préservée dans ces 4 différentes étapes de développement est un merveilleux exemple de l'idée que j'essaie de développer ici. Et c'est que même un grand écrivain comme Büchner, qui beaucoup de gens l'ont appelé un génie, n'écrit pas facilement une pièce comme Wojciech. Il a vraiment lutté, il a essayé différentes versions, il a écrit des fragments qu'il ne voulait pas utiliser parce que ça ne marchait pas du tout. Et là, il a changé beaucoup les choses dans ses pièces et on voyait vraiment le développement du texte. Il y a dans la 4e version, déjà on voit un développement vers une version qui pourrait être la version finale, mais
malheureusement, on ne l'a jamais eu parce qu'il est mort avant. Et moi, je crois, quand on nous présente la littérature aujourd'hui, surtout à l'école, mais parfois aussi à l'université, on ne parle trop souvent que du produit fini, parce que cela nous permet d'entretenir l'idée d'un génie qui s'assied quelque part dans un endroit isolé, une tour au bord d'une rivière peut-être, et qui écrit une œuvre littéraire étonnante après l'autre. La littérature, au moins à mon avis, ne fonctionne pas de cette manière. Büchner et Hölderlin nous le montrent. Mais bien trop souvent, nos attentes en matière de production littéraire, d'écriture, sont profondément influencées par l'imaginerie romantique, cette idée du génie isolé. Ou si nous pensons à l'échec littéraire, nous pensons aussi très souvent dans des images utilisées par le romantisme, et c'est ça l'image de la page vide, la page blanche, l'incapacité d'écrire, tout simplement. Parce que c'est une autre image très romantique, non? L'écrivain ou l'écrivaine assis tout seul devant un papier blanc et en train de souffrir. Impossible d'écrire un seul mot. Et ça, je ne crois pas que ce soit la vérité pour beaucoup des écrivains, parce que moi, si je ne peux pas écrire, et je sais que c'est le cas pour très nombreux collègues. Moi, je ne m'assois pas et je ne souffre pas devant un écran et un cahier. C'est un peu une idée absurde si l'on réfléchit bien. Je peux vous dire, lorsque je s'ouvre avec un texte, mon appartement est exceptionnellement propre et le linge est lavé et plié. Et je fais des longues virées à l'épicerie où j'achète des dizaines de livres de soi-disant recherche que je ne lis jamais. Et là, je reviendrai sur ces sujets dans la prochaine masterclass, le sujet de la recherche et des livres. Et je connais une écrivaine très connue en Allemagne qui fait beaucoup des gâteaux s'il n'arrive pas à écrire. Il m'a donné pas mal de gâteaux parce qu'elle était là et c'est sa manière de se déconnecter et de faire quelque chose d'autre pour après revenir sur, sur l'écriture. Alors, dans la plupart des cas, cette idée de la création ou la non-création littéraire a peu à voir avec la réalité, du moins à mon avis, et ça ne devrait pas. Parce que toutes ces idées sur les génies et leur façon de créer uniquement du grand art ne sont seulement pas très romantiques, je dirais, elles sont aussi profondément problématiques parce qu'elles sont ancrées dans l'idée du grand homme et soyons honnêtes, la plupart des adeptes de cette orientation philosophique pensent qu'il s'agit d'un homme et pas d'une femme, c'est ça, ils pensent comme ça, de la personne née avec des dons spéciaux, de celle qui est simplement différente de tous les gens. Et là, on revient au philosophe Nietzsche, que je l'avais mentionné avant, et ses idées du génie comme surhomme, une pensée profondément ancrée dans les pensées romantiques. Le génie, dit Nietzsche, s'oppose à la grande masse des gens normaux, le produit industriel de la nature. Le génie assume le rôle d'un sauveur, quelqu'un qui est surhomme, sauveur du reste de l'humanité. Et pour moi, ce n'est pas nécessaire d'être très créatif pour établir un lien avec les croyances religieuses problématiques ou les horreurs de l'humanité dans le Troisième Reich, si on pense comme ça. S'il y a des sauveurs, il y a le reste. C'est le produit industriel de l'humanité. Il faut toutefois reconnaître à Nietzsche que, dans ses écrits postérieurs, il a commencé à considérer le culte romantique du génie comme beaucoup plus problématique. Nietzsche avait alors rompu avec Wagner, le compositeur, et son romantisme qui était très fort. Et là, pour faire la connexion, encore une fois, on se rappelle peut-être qui était un très grand fan de Wagner. Oui, c'est ça, c'était le Führer de l'Allemagne dès les années 30. Bon, Nietzsche, par contre,
commencer de voir le génie comme quelqu'un de vain, sa déconnexion du reste de l'humanité profondément problématique. Lui, il ne peut pas abandonner l'usage du mot, Nietzsche, il ne pourrait pas, mais son point de vue sur celui-ci est plutôt transformé. Le génie, il croyait, et je cite, le génie ne fait rien non plus, sinon qu'il apprend d'abord à poser des pierres, puis à construire, qu'il cherche toujours de la matière et qu'il la façonne toujours. C'est déjà un peu le génie, mais le génie travaille quand même. Et c'est peu là dans cette idée-là, il y a peut-être des endroits pour les erreurs et pour les échecs et tout ça. Mais et on pourrait même dire ça, mettre les pierres, ajouter des choses. C'est pas trop loin de ce qu'on fait dans notre petit atelier de l'écriture, n'est-ce pas? Et moi, pour avoir ça très très clair, je ne dis pas qu'il n'y a pas des différences entre les gens, que certaines personnes ne sont pas plus douées dans certains domaines que d'autres, hein. C'est pas mon point de vue du tout. Mais je crois aussi profondément à l'apprentissage, au fait de changer ses perspectives et ses textes. Mais par contre, cette croyance particulière dans le génie littéraire est inhérente au fait qu'il est simplement né grand. Et c'est tout. Le génie, c'est toujours grand, et ce qu'il fait est grand, c'est exceptionnel, et c'est ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour l'apprentissage. Et moi, si on voulait dire, je suis très darwiniste dans ce sens, dans l'idée de que tout vient de quelque chose, tout est toujours en évolution, et ça, c'est quelque chose de constant. Et c'est une pensée profondément anti-spirituelle. Et d'ailleurs, le pauvre Nietzsche n'aimait vraiment pas Darwin du tout, précisément pour cette pensée, car même s'il avait changé son point sur le génie, il n'a jamais pu abandonner la croyance en celui-ci. Mais pour revenir en dessus, si nous transférons cette croyance esthétique dans le domaine de la politique, les choses deviennent rapidement sombres. Surtout, mais pas seulement en Allemagne. Pour moi, il y a toujours eu un lien entre ce genre de pensée esthétique et le domaine de la politique. Quelqu'un, pour moi, qui veut le grand homme dans les arts, à mon avis, est aussi susceptible de le vouloir en politique. Ce n'est évidemment pas toujours le cas, mais malheureusement bien trop souvent. Les écrivains devaient nous montrer davantage leur combat, leurs échecs, leurs textes perdus, des textes mal écrits, ce qu'ils ont appris et ce qu'ils n'ont jamais réussi à maîtriser. Nous devrions apprendre ces textes, ces fragments et ces manuscrits à l'école ou à l'université. Il est dommage, à mon avis, qu'un écrivain comme Kafka ait explicitement ordonné à son ami et éditeur Max Brod de détruire à tous ces textes inachevés et non publiés. Et nous ne pouvons que saluer et célébrer Max Brod pour sa décision d'ignorer cette ultime requête de Kafka. Je comprends très bien l'envie de terminer les mauvais écrits, de les effacer. Je le comprends vraiment et je le fais, je dois dire. Mais dans le futur, peut-être, nous ne devrions pas être comme Kafka, nous devrions être comme Max Brod et sauver les textes pour lui, pour après les lire et pour apprendre. Parce que si nous faisions tout cela, alors nous pourrions enfin enterrer cette ennuyeuse idée dépassée d'un génie. Et nous pourrions apprécier beaucoup plus ce que nous faisons dans notre atelier d'écriture. Se réunir, parler des textes, donner son avis, montrer des choses qui ne sont peut-être pas encore excellentes, mais qui pourraient être excellentes un jour. Ou nous montrer des textes qui ne seront peut-être jamais excellents, mais qui nous aident à apprendre de nos erreurs. C'est vraiment une phrase qui me fait réfléchir euh, parce qu'elle est si souvent utilisée, apprendre de ses erreurs. Mais pourtant, pour beaucoup de gens en littérature, il ne devrait pas y avoir des erreurs, mais il y en a.
Et comme je l'ai dit, ce n'est pas mal du tout. Les erreurs sont là pour nous permettre d'écrire une meilleure prose après. On apprend en relisant ces erreurs dans sa écriture. C'est évident parce que toutes les œuvres des auteurs ne sont pas aussi bonnes les unes que les autres. Lumière doute de Faulkner, William Faulkner, l'écrivain américain, est un roman qui m'a toujours tout simplement époustouflé. Hein. C'était un roman extraordinaire. Lumière doute de Faulkner, recommandation numéro 2. Là, Faulkner, vraiment un roman exceptionnel. Et là, en comparaison, tandis que j'agonise de lui, fait pâle figure en comparaison. Et le Zauberberg de Thomas Mann est un chef d'œuvre, mais Dr. Faustus, du moins à mes yeux, c'est pas vraiment, non, pas vraiment si bon. Et la chute de Camus, pour donner notre exemple, est-elle vraiment à la hauteur de l'étranger? Je crois pas. Peut-être il y a des autres avis là-dessus. Alors, si nous ne pouvons pas toujours écrire à notre meilleur, nous pouvons quand même essayer de le faire. Ça, c'est évident. Si nous partageons nos textes avec d'autres personnes et essayons d'apprendre de leur point de vue sur nos écrits. Dans l'hémisphère anglo-saxon, il faut dire que ce genre d'ateliers d'écriture créative, ces ateliers d'écriture comme le nôtre, sont beaucoup plus courants. C'est quelque chose qui est étudié à l'université. Mais en Allemagne, il y a une méfiance profonde envers ce genre d'atelier et envers l'apprentissage d'écriture. Alors qu'en Angleterre, aux États-Unis, il existe des ateliers d'écriture dans presque toutes les grandes universités. En Allemagne, seulement 2 universités proposent ce type d'études, l'université de Hildesheim et le Literaturinstitut de Leipzig. Il existait même un terme pour les romans écrits par des personnes de ces écoles, Institutsliteratur, on dit dans la presse allemande, écriture d'institut, ce qui signifie que les textes ont moins de valeur, ils sont uniformes et ennuyeux. Et une chose surprenante, c'est que c'est pas vrai du tout. Évidemment, si on cherche un peu, peut-être on pourrait trouver des romans qui sont pas très bons, mais aussi des romans exceptionnels. Heureusement, je dirais que petit à petit, cette pensée est repoussée, mais elle est encore forte. Et moi, je me demande, cette façon de penser vers l'apprentissage d'écriture, est-elle encore aussi forte en France qu'elle est aujourd'hui en Allemagne? Mon très vague sentiment, c'est que oui, mais je ne le sais pas. Je dois être honnête, mais peut-être qu'elle est même plus forte qu'en Allemagne. J'aimerais vraiment entendre les remarques de certains auditeurs à ce sujet. Si vous voulez l'écrire, j'aimerais le lire. Euh, moi, je n'ai jamais été étudiante dans l'une des universités allemandes qui enseignent l'écriture, mais curieusement, je vais commencer à être un professeur invité à Leipzig en avril. Et peut-être ce n'est pas si curieux, c'est pas si hasard, parce que, bon, euh, je crois que l'apprentissage de littérature, c'est pas quelque chose du mauvais du tout. Et moi, je ne dirais non plus que les universités des créations littéraires sont parfaites et que tout le monde devrait y aller. Hein. Ça, pas, je ne crois pas ça du tout. Je ne suis pas allé et les choses se sont pas mal passées pour moi. Lorsque j'ai été invité à une conférence littéraire sur la mer Baltique en novembre de 2022, c'était une conférence dont l'objectif était de travailler sur des textes en cours d'écriture. Presque dans cette conférence, presque tous les participants étaient des écrivains déjà publiés. Mais il y avait un participant qui n'avait pas encore publié de livre et qui venait de terminer ses études à Leipzig. Et son commentaire sur l'ensemble du week-end était le suivant, et je cite, j'étais étonné de voir à quel point tout le monde était amical. Tout le monde m'a encouragé. C'était un véritable sentiment de solidarité
Je n'ai pratiquement jamais connu ça à Leipzig. C'est une preuve anecdotique, bien sûr, mais j'ai parlé à l'un des professeurs titulaires de Leipzig et elle m'a confirmé qu'il y avait beaucoup de pression et de concurrence. Parce qu'on a l'impression, et peut-être c'est vrai, c'est juste cette impression, que tout le monde est en compétition pour l'un des rares places disponibles dans les maisons d'édition. Et c'est là, ça doit être très difficile. Et j'imagine que ça doit être comme ça, au moins dans une certaine mesure, dans toutes les universitaires qui proposent des ateliers d'écriture dans le cadre des études officielles. Alors, si un tel environnement ne vous convient pas, n'y allez pas. Il y a beaucoup d'autres manières d'être écrivain, mais quand même, les écoles ou les universités d'écriture sont une possibilité parmi eux et ne sont pas la plus mauvaise, ni ne sont pas la meilleure ou la seule solution. Mais mais si vous disiez que ce n'est pas pour moi, je dirais quand même que ce ne serait pas une bonne idée de trouver des personnes qui ne vous considèrent pas comme une concurrence ou une menace pour leur propre succès. Et ça, si vous êtes à une université d'écriture, il fallait ça quand même. C'est une très bonne idée de chercher un groupe comme ça. Et quelquefois, ça prend beaucoup de temps et ça fait un changement du personnage, si on voulait dire ça. Euh, mais si on a trouvé un groupe comme ça, c'est quelque chose de très, 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 très rare. Euh, et ce sont des gens qui vous ne voyez pas comme de la concurrence, mais comme des collègues qui peuvent vous accompagner tout au long de votre parcours pour vous aider et vous soutenir parce que nous savons tous que l'écriture est une activité solidaire la plupart du temps. Alors nous devrions donc recevoir toute l'aide et la communauté possible. Pour moi, à travers tous mes écrits, j'ai toujours eu la chance de trouver un tel groupe. Lorsque nous avons commencé à lire nos textes mal écrits, oui, il y avait beaucoup de textes mal écrits, dans le bar de l'oncle d'un ami il y a 20 ans, il y a eu rapidement un groupe de personnes qui se lisaient leurs textes, qui essayaient de s'aider avant les présentations des textes. Plus tard, après des années à essayer d'être reconnu pour quoi que ce soit, lorsque j'ai reçu ma première grosse bourse en 2009 pour Literarisches Kolloquium Berlin, c'était ça. C'est un hasard, mais c'était ça, un atelier d'écriture. Et à partir de là, un groupe s'est formé qui a duré plus que 10 ans. Et dans ce groupe, j'ai vu des gens apporter des textes qui ne fonctionnaient pas, qui avaient beaucoup de problèmes, et puis, je les ai vus les apporter à nouveau, modifier, et encore, et encore, et encore une fois modifier, jusqu'au moment qu'ils soient enfin prêts, publiés et célébrés comme archipel de mon ami Inga Maria Malke, qui a remporté le prix du livre allemand en 2018. Il a été publié en France l'année dernière. Ça, je vais faire la dernière fois partagé une image, c'est comme un peu de publicité. Là, vous voyez aussi William Faulkner, Lumière d'août. Ça, c'est quand même aussi recommandé. Et là, ça c'est Inga Maria Marke Archipel. C'est quand même un livre compliqué à lire parce que la construction, elle est particulière. Mais bon, je vais arrêter de partager si ça vous intéresse. C'est recommandé pas seulement parce que c'est une amie, mais aussi parce que c'est quelque chose de très particulier sur l'histoire de Tenerife, de l'Espagne, en Espagne, bon, les îles Canaries. Et si je n'avais pas fulminé si longtemps contre ce terme, je dirais presque que la construction de ces romans est ingénue, mais bon, là, je ne peux pas vraiment utiliser cette phrase. Elle est exceptionnelle, on pourrait dire ça peut-être. Alors,
Pour le futur, cessons de rester dans notre tour et d'écrire tout seul. Au contraire, rassemblons-nous, trouvons un groupe pour échanger. Parce que voilà le truc, ça fait de vous un meilleur écrivain, une meilleure écrivaine. Cela peut rendre un texte médiocre bon ou un bon texte excellent avec l'aide des autres. Pourquoi cela devrait-il être une mauvaise chose? Les textes et les écrivains ont toujours parlé entre eux lorsqu'ils lisaient leurs livres respectifs, mais aussi lorsqu'ils essayaient et parlaient entre eux. Dans tous les aspects de notre vie, apprendre et grandir est censé être une bonne chose. Euh, Pourquoi ne serait-il pas être différente en littérature? Cela n'enlève rien à la magie d'un roman extraordinaire. Elle est toujours là, ou pourrait être même plus grande, parce que ce n'est pas quelque chose qui était juste là, comme ça. C'est quelque chose qui a grandi, qui a été créé, et la magie, elle était créée avec une myriade d'intertextualité, des lectures, et oui, aussi des commentaires et de l'aide. Et ce n'est pas quelque chose de merveilleux. Cela rend le succès d'un livre encore meilleur, au moins à mon avis. Si là, il y a du succès d'un livre dans lequel j'ai participé, dans le sens que j'ai parlé avec l'auteur sur son texte, pour moi, je suis presque pas si heureux que l'auteur, mais quand même, c'est quelque chose de très joli. Et une fois que vous avez commencé de travailler de cette manière, comme nous ici, dans les prochaines semaines dans notre atelier d'écriture, la plus grande surprise pourrait être la suivante. Travailler sur des textes des autres a souvent le plus grand impact pour votre propre écriture lorsque vous vous plongez vraiment dedans et que vous vous laissez aller au texte. C'est ce qui ouvre votre perspective. Là, je l'avais déjà dit dans la première session de notre atelier, et d'essayer de ne pas faire de l'autre texte votre texte, mais essayer de voir l'autre texte pour ce qu'il est, pour ce qu'il est là, et essayer de comprendre ce qu'il veut. Et ensuite, essayer de l'améliorer à partir de là. Souvent, vous revenez à votre propre texte avec un point de vue complètement différent et c'est un cadeau inestimable lorsqu'il s'agit de travailler sur un roman, une histoire ou une pièce de théâtre. Soyons donc comme des vieux génies, Hölderlin et Büchner, dans le sens où nous échouons. Essayons de nouvelles versions encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient formidables. Mais pas seules, mais par contre avec un groupe, avec des gens avec lesquels nous pouvons partager. Abandonnons les projets lorsque nous voyons que nous ne sommes pas capables de les maîtriser ou que nous ne les maîtrisions pas encore, mais que nous pourrons le faire plus tard, peut-être si nous avons de la chance. Si nous avons le temps d'apprendre ou d'y revenir, de les examiner, puis d'apprendre de nos erreurs. Formons des groupes, discutons les textes avec toute l'intensité qu'ils méritent. Discutons-nous entre nous, rejetons-les, mais essayons toujours de nous entraider, d'essayer d'améliorer les textes de l'autre auteur, parce que cela aidera éventuellement notre propre écriture. Soutenons-nous mutuellement, recommandons-nous à d'autres personnes qui ont de l'influence, qui pouvaient faire une publication, une bourse, n'importe quoi. Essayons de ne pas être des génies isolés, puissants dans une tour. Essayons d'être solidaires entre écrivains du début à la fin, car je suis convaincu que cela nous permettra de ne pas être des génies, peut-être, mais d'écrire des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre extraordinaires. Ça y est. Merci beaucoup de votre attention pour cette presque 50 minutes, je crois, ou 45 minutes. En tout cas, merci beaucoup.
je vais regarder maintenant dans le chat s'il y a des questions. Et là, on verra s'il y a des questions. Ah, merci, merci. Alors, s'il y a des questions, maintenant, c'est le moment. Je vais vous laisser quelques instants. Je vais boire un peu de l'eau. Et après, s'il y a des questions, allez-y. Ben, d'accord. Sinon, il y a toujours la possibilité de envoyer des questions par email et on pourrait alors parler de vos questions euh, pendant le prochain atelier. Ou aussi, jeudi, il y a la deuxième masterclass. S'il y a des questions qui se sont posées après, bon, vous pouvez aussi toujours les partager pendant la deuxième masterclass et après, je vais essayer de les répondre. Et, d'accord, il me semble qu'il n'y a pas des questions encore. D'accord, alors je vais arrêter l'enregistrement maintenant et merci en tout cas pour écouter. Je vais rester en ligne un peu après et là, si quelqu'un se connecter, allez-y. D'accord, alors la connexion est fermée.